Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien et bien moi aussi. Oui, je suis de retour et je suis là pour la deuxième partie de ma story time, l'épisode 2. Eh bien, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de vous tenir bien parce que ça va être chaud. C'est une partie qui est un peu difficile pour moi-même, mais je tiens quand même à vous en parler parce qu'il faut que les gens qui ne me connaissent pas ou les gens qui se sont fait des idées sur moi puissent comprendre ce que j'ai pu traverser. Ne vous inquiétez pas, ça fait déjà quelques temps et maintenant j'arrive à vivre avec. Et même si des fois ça m'arrive de repenser à tout ça et que ça me rend triste, maintenant ça va mieux. Je le vis bien, j'ai tourné la page. Et je ne suis pas également là pour faire la victime, mais non, c'est juste que j'aimerais partager mon histoire avec vous. Et peut-être que ça peut ouvrir les yeux à quelqu'un ou ça peut aider quelqu'un. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là pour la première partie, je vous conseillerais de retourner en arrière pour voir la première partie pour comprendre. Et pour ceux qui sont déjà là ou qui ont déjà suivi la première partie, je suis en train de parler de pourquoi j'ai pris du poids, comment c'est arrivé et le fait qu'on m'a envoûtée pendant ma grossesse. Je m'étais arrêtée à la partie où j'ai découvert que le coq qu'on m'avait offert était envoûté. Et en ce moment, j'étais presque à terme de ma grossesse et ma mère était avec moi. Quand j'ai su qu'on a voulu me tuer ou je ne sais pas ce que vraiment la personne a voulu me faire, mais dans ma tête, bien évidemment, c'était pour me tuer ou tuer mon enfant. Et j'ai pris peur et je n'ai plus voulu que personne me visite. Donc, je suis restée avec ma mère à la maison et personne ne venait. Alors, avec ma grossesse, ça tournait toujours mal, toujours les mauvais rêves, toujours le serpent qui me poursuivait dans mon sommeil et les chiens. J'ai commencé vraiment à avoir peur, pas seulement de ce que je vivais, mais j'ai vraiment commencé à avoir peur de l'être humain parce que pour moi, je n'ai offensé personne. Je n'ai demandé à personne de me draguer dans la rue, de me mettre enceinte ou d'être avec moi. Donc je ne vois pas pourquoi on va m'en vouloir parce que je me suis mariée ou on va m'en vouloir parce que je suis tombée enceinte de quelqu'un qui est en Europe. Donc d'un côté, franchement, et jusqu'à présent, j'ai peur de l'être humain, mais vraiment. Et donc j'ai commencé à beaucoup stresser pour ma grossesse parce que vu tout ce que je traversais, ce qui était arrivé avec le coq, j'étais plus tranquille, j'avais la peur, je me demandais si mon fils, oui c'était un garçon, si j'allais survivre, s'il allait survivre, si tout allait bien se passer. J'étais d'un coup traumatisée, je vais dire, j'étais vraiment traumatisée, je pensais qu'au mal, au fait, j'arrivais plus à penser quelque chose de bien parce que j'avais l'impression qu'on m'avait déjà eu. Oui, j'avais l'impression qu'on m'avait déjà eu. Malgré que je priais, mais en plus, le problème, c'est qu'en général, on dit quand une femme est enceinte, elle ne peut pas faire des prières de combat, elle est très vulnérable. Et donc, je devais faire que des prières avec protection, mais prières de protection, mais très simples, quoi. Donc, je ne pouvais pas faire une prière de combat. Et donc, mais je vivais dans la peur, je vivais dans la peur. Et le pire, c'est que je n'arrivais pas, je n'ai pas accouché à terme en fait. Parce que je me disais, j'avais un gros ventre. À 8 mois, 2 semaines, je devais accoucher parce que le ventre était bien descendu, j'avais un bon passé. Tout allait bien à l'hôpital, j'avais pas de problème. Tous les analyses, tout, j'étais super en forme. Quand je sors dehors, les gens me disaient même que ma grossesse m'allait super bien et tout. J'étais très en forme, je marchais, je prenais même de l'eau sur la tête et pour prendre de l'escalier. Je bougeais vraiment beaucoup parce que je me disais, si je reste même sur place, le travail ne va pas vite commencer. Donc, je bougeais beaucoup, je marchais beaucoup. Ce qui m'arrivait aussi, c'est que à un moment, vers les 8 mois, je devais acheter, préparer la lettre de bébé et tout. Où on a essayé de commencer à acheter les trucs de bébé, les trousseaux de bébé et tout. Quand on était arrivé au marché, j'ai senti que je n'étais pas bien. Je ne sais pas pourquoi. Et puis d'un coup, je disais à ma mère, je sens mon visage, je sens le vertige.
J'ai dit à ma mère, je sens le vertige. Et d'un coup, la seule chose dont je me rappelle, c'est qu'elle me tirait par les mains. Ma mère me tirait par les mains, c'est-à-dire que je tombais en fait. Et je passais même devant une dame de friperie. On était devant la dame. Et donc, je suis tombée sur la dame. Mais heureusement, comme j'étais enceinte, tout le monde a couru vers moi. Tout le monde se demandait si tout allait bien, si je vais bien et tout. Et d'un coup, on a dû faire vite et puis on est retourné à la maison. Depuis ce moment que ça a commencé, je n'arrivais plus à rester longtemps dehors. Je sais qu'en ce moment, certains d'entre vous vont commencer à se dire non, sûrement que j'avais un problème, les médecins n'ont pas vu, ou peut-être j'étais malade, c'est ceux qui avaient quelque chose de médical, je ne sais pas, mais bon, puisque l'Afrique, la médecine n'est pas vraiment développée, donc peut-être c'est pour ça, je ne suis pas au courant, mais ne vous inquiétez pas, soyez patient, on verra à la fin si j'ai un problème ou pas. Et donc, je suis tombée sur la dame, on m'a relevée et puis on est rentré à la maison très vite. Mais aussitôt arrivé à la maison, je me sentais super bien, j'avais plus rien. Après, je crois, une semaine, on est retourné encore au marché pour continuer parce que quoi qu'il en soit, on doit acheter les choses et je dois choisir aussi. Ma mère ne peut pas aller choisir les vêtements et tout n'importe comment. Donc, il fallait vraiment que j'y aille avec elle. Et donc, on est retourné au marché et au grand marché et la même chose s'était produit. J'ai failli tomber évanouie, on est encore rentré à la maison. À un moment, je me disais, mais pourquoi je n'avais pas de contraction? Parce que j'étais vraiment à terre, mais pourquoi j'avais pas de contraction? Mais j'avais toujours les mauvais rêves et tout. Ça me faisait peur, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Et ma mère, des médicaments traditionnels que j'utilisais et pour que j'ai les contractions, ça n'a pas marché et tout. Jusqu'au moment où j'arrivais à 10 mois de grossesse, en vous racontant cette histoire, je la revis. Oui. Parce que, étant jeune, vivant cette situation, c'est vraiment du traumatisme. Et pour être honnête, je dis, ouais, c'est vrai que j'ai tourné la page, c'est toujours choquant, touchant, je sais pas, ouais, j'ai pas de mots pour ça, en fait, pour expliquer ce que j'ai enduré et comment je l'ai vécu. La veille de 10 mois de grossesse, j'ai eu les contractions vers 22 heures, bon, les premières contractions, mais j'avais pas perdu les os, j'avais rien. Je sentais juste que j'avais les mots. J'ai dit ça à ma mère, elle a dit peut-être que c'est le travail qui a commencé, on va attendre et on va voir. J'ai essayé de dormir, mais je n'y arrivais pas, j'avais toujours mal. Mais ce qui était bien, c'est que moi, je suis quelqu'un, je supporte les douleurs. J'aime pas crier, sauter quand j'ai mal quelque part. Je reste vraiment calme et donc j'étais calme. Et j'étais tellement calme en fait que on aurait l'impression que j'avais pas si mal en fait. Mais bon, j'avais quand même mal. Et donc, autour de 4 heures, j'ai dit à ma mère, non, que je sens que là, c'est chaud, qu'on peut y aller. Arrivé à l'hôpital, il y avait une infirmière, une sage-femme et un gynécologue. Oui, elles étaient de garde, donc c'était des personnes que je connaissais très bien, qui m'aimaient, qui m'adoraient. Et donc, elles étaient même très contentes enfin que le bébé allait arriver. Et quand elle m'a touchée, elle a dit, ok, on reste encore un peu de temps parce que c'est pas vraiment, je sais plus. Sincèrement, je me rappelle plus de ce qu'elle avait dit parce que c'était la première grossesse, donc je savais plus c'était 1 ou 2 jours qu'elle avait dit, mais quelque chose comme ça. Et donc, autour de 7 heures, elle a dit qu'elle doit remplir les liquides amniotiques étaient un peu gris. Et donc, elle m'expliquait qu'en fait, le bébé s'est sali. Le bébé a fait caca dans le liquide. Sur le coup, j'étais un peu inquiète. Je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? C'est normal, ça arrive. Mais elle m'a dit, non, non, ne t'inquiète pas, ça arrive, mais c'est rien de grave. C'est juste qu'on doit faire vite. J'ai dit, ah, ok. Et donc, elle m'a dit d'aller à la salle d'accouchement. J'ai été à la salle d'accouchement. C'est là l'enfer a commencé. Du jamais vu.
J'arrive en salle d'accouchement, j'avais les contractions, on me disait de pousser et au fait je tombais évanouie. On me disait de pousser, je tombais évanouie. Et à un moment, l'infirmière me disait, c'est pas normal ça. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Elle me voyait comme ça. La seule chose dont je me rappelle, c'est que je n'avais plus mal du tout. Je ne sentais plus de douleur. Je n'avais pas de péridurale. Hein. J'étais normale. C'est comme si je mourais en fait. Je ne sentais plus de douleur. L'infirmière disait non, c'est pas normal. Elle commençait à me taper. C'est l'Afrique, hein, vous savez. C'est pas en Europe où on va te dorloter et tout. Non, non, elle me disait, allez, réveille-toi, qu'est-ce qui se passe si tu en travail et dormir, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? En même temps, elle a commencé à prier parce que j'étais très proche d'elle. On était presque des amis. Donc, elle a commencé à prier. La sage-femme a commencé à prier. Tout le monde a commencé à prier. C'était un truc de ouf. On me disait, pousse. Je n'arrivais pas à pousser. En fait, à un moment, quand c'est un truc de ouf, je sais pas. Désolée, mais je revis la scène en fait. On me dit de pousser. J'étais là comme ça. Pousse! Un truc de ouf. Et à un moment, ils ont appelé, normalement, la gynécologue qui me suivait, c'est une sœur à moi. Donc, et on l'a appelée, elle est venue. Le seul moment où j'ai essayé de pousser, on me disait, la tête de bébé est en train de sortir, mais il faut que tu pousses un peu plus fort pour que ça sorte totalement. Mais j'étais d'un coup fatiguée, alors que entre le travail, tout ce qui s'est passé, je n'ai même pas crié, j'ai pas sauté, j'ai pas fait de mouvement pour que je sois même fatiguée, mais tout le monde remarquait qu'en fait je mourais. Et donc ils ont appelé le grand médecin quoi. On l'a appelé, il est venu et il a dit on doit faire sortir le bébé. Oui. Et là, Jesus, je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Elle me dit, madame, je suis obligée de vous faire une épisiotomie et de faire sortir le bébé. Quand je dis épisiotomie là, c'est pas épisiotomie qu'on fait ici en Europe. On coupe seulement qu'une seule partie comme ça et puis on fait sortir le bébé. Hein. Non. Je n'ai vu que le ciseau comme ça. Je n'ai entendu que tchac, 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 4 fois. Je ne faisais que crier. C'est que je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie sans péridurale. 4 fois on m'a coupé. Je ne sais même pas comment on m'a coupé, ce qui s'est passé, mais je n'entendais que tchac. Quand il faisait tchac comme ça, je criais de ouf. Il m'a coupé 4 fois. Et ils ont fait sortir le bébé. Parce qu'ils voulaient que ça aille vite. Mais quand même, hein, c'est pas comme ça la péridurale. Mais bon, pour être honnête, il a quand même exagéré. Hein, l'épisiotomie, c'est seulement une seule partie comme ça, quoi. C'est pas tchac, 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 quoi. Mais j'étais vraiment, comment on dit, sur la table du boucher, quoi. Franchement, je suis en train de vous raconter quelque chose qui se passe dans ma partie intime. Vous imaginez? On me coupe sans péridurale comme ça 4 fois. Les douleurs étaient intenses. Et maintenant, ils ont fait sortir le bébé. Il n'a pas pleuré. Son cœur battait, mais il ne respirait pas bien. Il n'a pas pleuré non plus. Donc je me suis dit, je leur ai demandé, ça va? Est-ce qu'il va bien? Pourquoi il ne pleure pas? On me dit, comme il n'arrivait pas à sortir, donc il est un peu fatigué, donc on va essayer de le réanimer. Je suis restée sur la table, il y avait une autre gynécologue qui devait me coudre, qui était en train de me coudre. Et je voyais comment le pédiatre était en train de le réanimer. Oui. Je voyais comment on le réanimait, jusqu'on m'a fait sortir de la salle d'accouchement et on l'a mis dans une couveuse. On a commencé par lui faire des traitements, des sérums, etc. Et à un moment, il a pleuré.
Oui, il a pleuré et il a même bougé. Là, ce dont je me rappelle, c'est que ma mère m'a dit, il a pleuré et il a fait la main comme ça. Je ne l'ai pas vu, mais c'est quelque chose qui est gravé dans ma mémoire en fait. Je ne peux jamais guérir de ça parce que c'est un bébé que j'avais vraiment désiré. Et puis une première grossesse où on sent quelque chose. On sent quelque chose dans notre ventre qui bouge, qui est la vie, qui est un enfant, qui est un bébé. Et qu'on attend impatiemment, c'était dur. Si je me tiens aujourd'hui ici devant une caméra pour raconter cette histoire, c'est pas seulement que je veux faire le buzz, non, j'en ai, entre guillemets, je m'excuse, mais j'en ai rien à foutre. Mais pour vous avouer, c'est un conseil qui m'a été donné par mon psychologue, oui. Parce que nous les Africains, on a l'habitude de dire que nous on est fort, on peut surmonter toutes les épreuves. Quoi, psychologue? Quand on dit psychologue à un Africain, il dit oui, tu es fou, tu es folle, pourquoi tu veux aller voir un psychologue? Des trucs comme ça, on s'imagine des trucs. Mais moi, j'ai fait l'expérience et c'est quelque chose qui aide beaucoup. Voir un psychologue, c'est quelque chose qui aide beaucoup parce que on dit au psychologue ce qu'on n'a pas pu dire ou ce qu'on ne peut pas dire à nos proches ni à nos amis. Les psychologues, on peut tout leur raconter. Même nos secrets les plus profonds, les plus sombres, on peut oser leur dire en fait. Mais on ne peut pas dire ça à nos familles. Et donc, c'est quelque chose que j'ai gardé. Et donc, je vais revenir là-dessus, mais je vais continuer quand même avec la suite. Et donc, mon enfant, à un moment, il a commencé à bouger. Donc, il est resté dans la couveuse. Donc, on est venu me rassurer que non, maintenant, ça va. Il s'est réveillé, il a ouvert les yeux, il bouge, il a pleuré. Donc, il faut juste qu'il reste un peu dans la couveuse. J'ai dit, ok. Vers 17h, j'ai vu qu'il y avait des changements dans le regard de mes parents, de tout le monde. Quelqu'un va rentrer, il va me demander, ça va, tu vas bien? Oui. En fait, je les voyais en train de se chamailler, mais je ne savais pas ce qu'ils disaient. Mais je savais au fait qu'ils allaient me donner une mauvaise nouvelle, pardon. Donc je sentais que non, il y avait une mauvaise nouvelle, mais ils ne savaient pas comment me le dire. À un moment, tout le monde est rentré. Ma mère, mon père, le médecin. Non, le médecin n'était pas là. Mon gynécologue, celle qui est ma soeur, elle était rentrée. Et ma mère a parlé avec mon ex-mari. Et mon ex-mari a souhaité me parler à moi devant eux. Et donc, il a pris le téléphone et il m'a dit au fait que le bébé est décédé, qui n'a pas survécu. Qu'ils viennent de l'appeler, de lui dire. Waouh. Je suis une femme forte, hein. Franchement, je suis une femme très forte. Oui, parce que j'ai été sceptique. J'ai eu quelques minutes de silence. Je n'ai pas pleuré, mais c'est comme si j'avais l'impression que ça allait arriver, en fait, avec tout ce que j'ai vécu. Et donc, c'était juste un choc. Donc, il m'a dit de ne pas pleurer, que c'est pas grave, on aura d'autres enfants et tout. J'ai dit, ok, ça va. J'ai fait vraiment comme si j'allais super bien, en fait, que ça va, j'ai rien senti, quoi. J'ai fait comme si j'encaissais bien, quoi. Alors que non. Et après, tout le monde a commencé à me consoler. Là, le médecin est venu. C'est pas grave, ne t'inquiète pas, tu auras un autre. Peut-être que s'il était resté en vie, peut-être qu'il allait être un handicapé. Peut-être que ça va créer des problèmes. On ne sait jamais. Bon, il essayait avec tous les mots qu'il pouvait pour me réconforter, en fait. Donc, oui, ma mère aussi, tout le monde me calme. Mais j'ai dit, ok, j'ai fait ok, mais pour être honnête, ça n'allait pas du tout. Hein. En ce moment, j'avais monté même le lit du bébé à la maison. Tout était prêt. En fait, tout était prêt pour qu'il arrive vraiment bien et tout, quoi. Et je me rappelle quand je montais son lit. Quand je montais son lit, je me suis rappelé de quelqu'un qui m'avait dit, je ne me rappelle plus de qui parce que je me rappelle plus. Quelqu'un m'avait dit,
quand que tu n'as pas encore eu de bébé, le bébé, il ne faut pas préparer les choses que c'est. On dit en Afrique que c'est mauvais. On m'avait dit aussi que c'est pas bien de se marier quand on est enceinte, mais bon, c'est le truc que moi j'ai fait. Et donc, sur le coup, je pensais à ça, au fait que j'avais mis tout en place, le lit du bébé, et voilà, il ne va pas se coucher dedans. Donc, je pensais à ça. Et le lendemain, on est rentré à la maison, et il y avait le lit dans ma chambre. Directement, j'ai rien fait, j'ai rien dit. Je n'ai pas déplacé le lit. Je me suis couchée. On a reçu la visite d'une tante à moi et tout. Et après qu'elle est partie, je suis rentrée dans ma chambre toute seule d'un coup. Et je me suis effondrée. Quand je dis je me suis effondrée, c'est la totale. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ma mère ne savait pas, hein. Elle était au salon. Quand elle a senti que quelque chose se passait, elle est rentrée. Non. Je me dis, je vais me suicider. Que je vais mourir, que je ne peux pas supporter ça. Parce que là, c'est là que je me rends compte que je suis rentrée sans mon enfant. Et je me disais, les gens vont me demander où est ton bébé. À chaque fois, je dois leur répéter la même chose. J'ai accouché, le bébé n'est pas là. C'est un truc de ouf, je ne savais pas. Je repensais à tout ça, je repensais au berceau vide. C'était catastrophique. Oui, invivable. Quand j'ai commencé à pleurer, ma mère a appelé ma soeur qui est gynécologue qui me suivait de venir parce qu'elle ne sait pas comment me calmer. Elle aussi, elle pleurait. Elle était à bout. Ouais. Et pour vous dire, mes pleurs n'ont pas cessé. Hein. Je pleurais tout le temps, tous les jours. Et jusqu'à un moment, ma grand-mère était arrivée, la petite sœur de la maman de ma mère. Donc, une grand-mère à moi. Et elle m'a dit, non, tu es jeune. C'est vrai que c'est quelque chose qui est touchant, mais ne pleure pas, tu peux avoir encore un autre. Donc, ne t'inquiète pas, tu vas avoir un autre bébé. Dès que ton ex-mari va arriver, oui, je l'appelle ex-mari, hein, oui. Donc, parce que je ne suis plus avec lui au jour d'aujourd'hui. Donc, elle me dit, dès qu'il va arriver, vite, elle a fait comme ça, vite, tu refais un autre. Donc, moi-même, je me disais, et oui, si je ne fais pas un autre bébé, je ne suis pas sûre que je pourrais supporter la douleur, en fait. Et donc, déjà avec ma grossesse, j'ai quitté 55-60 kilos. Oui, 55 kilos. Je suis arrivée à 89. Après un mois, je suis arrivée à 75. Je suis arrivée... J'ai perdu... Ouais, je suis arrivée à 75. Mais j'avais toujours les hormones de grossesse. Donc, j'étais toujours fraîche, quoi. Mon fils est né le 27 avril 2011. Et il n'a pas survécu. Et donc, après, mon médecin m'a dit qu'il faut que je fasse quand même d'autres analyses pour voir parce que je suis au négatif. Donc, il faut que je fasse des analyses, voir si je n'avais pas des hormones qui ont peut-être chamboulé quelque chose. Parce que c'est vrai qu'on disait que c'est spirituel, mais elle me dit quand même, on va faire tous ces examens pour être sûr que c'est pas leurs erreurs et que c'est vraiment spirituel, comme on a dit. J'ai fait les examens. Le jour qu'elle allait m'annoncer, elle m'a dit, je suis vraiment désolée, mais les sorciers ont vraiment mangé ton enfant. C'est spirituel parce qu'on n'a rien vu, tout est normal. On ne sait pas pourquoi tu as perdu ton bébé. C'était un coup. Je vous jure que je ne voulais plus voir personne de ma vie. Tant que ce n'est pas ma mère, mon frère et mon père, ma tante chez qui je vivais avant de revenir trouver un autre appart, ma soeur spirituelle, celle qui était mon médecin, franchement, je ne voulais plus voir personne de ma vie. J'ai changé de numéro, j'ai arrêté tout contact. C'est là que j'ai perdu tous les contacts de mannequinat. J'ai tout arrêté, je ne voyais plus personne, je vous jure.